Je suis Benoît Mounier, je suis directeur des programmes de la Fondation Entreprendre. Je ne sais pas si vous connaissez la Fondation Entreprendre. En fait, on est une fondation qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui soutient, qui anime, qui accompagne un écosystème d'associations, d'associations qui sensibilisent ou qui accompagnent des entrepreneurs. Donc on soutient des associations d'intérêt général, on soutient des associations comme Initiative France par exemple, comme Time to Start, différents. On soutient une trentaine d'associations en France et qui sont engagées notamment sur trois axes. Il y a trois sujets qui nous intéressent dans notre mission. C'est déjà comment l'entrepreneuriat peut être un levier d'égalité des chances et un vecteur d'émancipation. Donc on va s'intéresser au public qui va être touché par le fait d'entreprendre. On s'intéresse également au sujet du territoire, comment l'entrepreneuriat peut contribuer à revitaliser des territoires fragilisés. Donc il y a le où j'entreprends, mais avec quelle interconnexion. Et le troisième sujet, le troisième axe qui nous intéresse, c'est on va s'intéresser à la finalité entrepreneuriale, à la création, comment l'entrepreneuriat peut créer différentes formes de richesse dans la société, au-delà de richesse financière. Comment il crée comment il contribue à transformer la société. Donc ça, c'est sous ce prisme-là qu'on va soutenir des associations, soit dans des cadres collectifs où on crée des synergies entre différents acteurs. Et donc, comme je le disais, donc on soutient un écosystème d'une trentaine d'associations à un instant T. On essaie de créer des synergies entre les acteurs sur des sujets comme la ruralité, comme la jeunesse également. Et on a également un volet qu'on appelle plutôt lab, où on produit de la connaissance et de la vision entre différents acteurs qui accompagnent, comme certains d'entre vous, j'imagine, vous êtes issus de réseaux d'accompagnement, la plupart d'entre vous. On crée aussi des synergies autour des sujets qui nous importent. Et en fait, on se disait en même temps, c'est intéressant, on soutient les assos d'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais c'est quoi le paradigme derrière ? C'est quoi derrière l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de représentations. Et en même temps, si on partage pas une vision un peu convergente, on finance des projets les uns ou des associations les unes individuellement, particulièrement, mais dans le contexte dans lequel on évolue, vers où est-ce qu'on a envie d'aller? Et donc en fait, on a décidé de mettre en place une démarche prospective, collective, avec un ensemble d'acteurs, principalement des structures, des acteurs qui accompagnent ou qui sensibilisent à l'entrepreneuriat, pour se projeter à horizon 2040. Alors pourquoi 2040 ? Parce que en fait, si c'est en 2030, on a du mal à se projeter vraiment parce qu'on s'identifie encore dans ce futur proche. Et puis on se disait, si on allait sur 2050, ça paraît peut-être trop éloigné et donc on a du mal à avancer. Et donc l'idée, ça a été de se projeter ensemble, de voir comment le monde pouvait, c'est pas va évoluer, mais pouvait potentiellement évoluer, et comment dans ce contexte-là, l'entrepreneuriat pouvait jouer un rôle pouvait évoluer et jouer un rôle dans ce monde qu'on a imaginé, qui est probable, et comment apporter dans du probable, amener du souhaitable, donc amener aussi des valeurs et une intention. Et donc c'est ce que nous avons fait ensemble. Donc je vais vous raconter un peu cette démarche qui a mobilisé donc 250 acteurs. C'est pas évident en peu de temps parce que ça a été une démarche qu'on a lancée en février 2022, et il y a participé à la démarche. En soi, ça fait partie du processus. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que
l'idée c'est pas vous plaquer, voilà la vision souhaitable de l'entrepreneuriat, c'est comme ça, mais finalement c'est de vous inviter peut-être vous également à vivre ce type de démarche qui est aussi transformative, qui permet de prendre conscience de certains sujets. Donc ça sera je vais éviter de vous inonder de différentes données parce que ça sera plus compliqué, donc ça sera nécessairement simpliste. Et donc en fait, l'idée, c'est si vous voulez aller plus loin, donc ça va sûrement créer de la frustration, et j'espère que ça va créer de la frustration parce que comme ça, vous allez aller sur le site de la Fondation Entreprendre. On a créé différents livrables, des fiches. Différentes fiches sur certaines problématiques qui ont été travaillées pendant ces travaux, et on a également publié dernièrement un livrable final qui retrace un peu cette vision souhaitable de l'entrepreneuriat et des enjeux à adresser pour faire émerger cet entrepreneuriat souhaitable. Et ça, si vous voulez, à la fin, j'ai imprimé un digicode et vous pourrez venir avec votre téléphone portable, et il sera pas à l'écran là, mais ça sera possible de venir me voir et pour le télécharger. En fait, juste pour parler sur la notion de démarche prospective, c'est important de se dire que quand on est dans une démarche souhaitable, donc on vient pas avec une boule de cristal. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est pas l'avenir, il sera pas comme ça, il sera peut-être comme ça. On a identifié plusieurs scénarios. Ce que je vais vous présenter dans des scénarios, parce que je vais vous parler un petit peu des scénarios qui sont juste des outils de travail pour faire émerger une vision souhaitable de l'entrepreneuriat. C'est pas forcément ces scénarios-là, le monde dans lequel on pourra peut-être vivre, c'est probablement pas souhaitable parce qu'il va y avoir des crises, il va y avoir donc c'est un outil de travail que je vais vous présenter dans un premier temps. Et ce n'est pas la vision de la Fondation Entreprendre, c'est ce qui émerge de travaux avec un écosystème d'acteurs et qui fait converger, sur lequel on a fait converger des valeurs, des intentions, des pratiques. Et donc je fais ce pas de côté-là, donc c'est pas une opération de militant Fondation Entreprendre, mais je témoigne de cette démarche. Et le dernier point, c'est que dans une démarche prospective, dès lors qu'on pose le sujet du souhaitable, il y a nécessairement une notion de valeur et donc une notion de subjectivité. Et donc c'est important de l'avoir en tête. Le monde n'est pas le paradigme dans lequel on vit. On veut nous faire croire que tout est objectif dans le monde. Non, on est dans des paradigmes subjectifs. Et là, donc, ce que je vais vous présenter, c'est aussi une subjectivité assumée du monde ou d'une vision de l'entrepreneuriat dans des contextes objectifs, parce qu'on s'est appuyé sur des experts. Mais cette vision, elle est subjective, mais construite dans un cadre méthodologique qui fait émerger cette subjectivité. Donc la rigueur, elle est dans la méthodologie, et par contre, c'est subjectif. Donc ça, c'est important de vous le présenter. Je vais vous partager justement la méthode, comment on s'y est pris. Comme je vous l'ai dit, c'est pas que le résultat qui importe. Souvent on me dit Benoît, viens présenter les résultats de l'étude prospective. C'est pas une étude, c'est une démarche. Et donc c'est important de vous présenter cette méthodologie donc participative. D'abord, en fait, il y a eu donc ça a pris un peu plus d'un an ces travaux. Il y a eu des entretiens avec des experts que nous sommes allés. Alors déjà, je voulais vous dire que moi, je suis pas prospectiviste. J'ai coordonné les travaux, mais cette démarche a été pilotée par Julie Rigg, qui est prospectiviste et sociologue. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est moi qui vais présenter ce qu'on a fait. Et donc c'est Julie qui a mené des entretiens avec des experts sur l'évolution du travail, sur le sujet de la démocratie, le sujet de l'égalité des chances, le sujet du dépassement des limites planétaires, de la biodiversité. Donc on allait voir ces experts. Il y a eu un travail également de revue littérature qui a
permis, en croisant les échanges avec les experts et cette revue de littérature sur des thématiques qu'on avait identifiées au préalable, on a produit 8 fiches de facteurs qu'on a appelées des fiches de projection de tendance. Donc ça, ces fiches-là et ces rapports d'entretien, vous les trouverez sur le site de la Fondation. Donc je pourrais pas rentrer dans le détail, sinon là, on passe une semaine ensemble et je serai un petit peu limité aussi, n'étant pas expert. Et donc ça nous a donné de la matière en essayant de voir le monde, comment il pouvait évoluer. Ça nous a permis d'émettre des hypothèses sur différents, en allant chercher des facteurs sociaux, des facteurs démocratiques, des facteurs économiques, des facteurs géopolitiques, de voir un peu, d'avoir tout un panel d'hypothèses. Et ensuite, en fait, on a mené un sondage auprès là on voit il y a 226 répondants. Ça nous a permis, en fait, on a posé pour chacune des hypothèses qu'on a posées, on a posé 2 questions à chaque fois. Est-ce que c'est probable? Et est-ce que c'est souhaitable? Et là, ça nous a permis de voir, avec ce panel assez large, de voir si il y avait des convergences, de voir où étaient les convergences, où étaient les divergences sur ces 2 niveaux. Et donc, ça nous a permis de faire ressortir des zones de frottement, et ça nous a permis de sortir aussi des zones où il y avait un consensus assez fort. Et cette matière-là a été intéressante pour nous. On l'a travaillée ensuite dans le cadre d'ateliers participatifs avec une trentaine d'acteurs, principalement, c'est important de le dire, des acteurs d'accompagnement à l'entrepreneuriat, plutôt généralistes, très divers en fait. Il y avait un peu de différents profils, assez représentatifs de l'écosystème que la Fondation Entreprend soutient. Et ça nous a permis de coproduire des scénarios. Donc on est parti sur des imaginaires, mais sur la base de ces zones de frottement, de ce qui pouvait être souhaitable ou ce qui pouvait ne pas, au contraire, être souhaitable, et ce qui était probable alors le pas probable, ça on l'a retiré pour le coup. Et ces scénarios, je vais revenir dessus, je vais les présenter de manière synthétique. Ensuite, ça nous a permis de travailler. Cette matière des scénarios nous a permis de... Pourquoi 3 scénarios? En fait, c'est des scénarios contrastés qu'on a voulu faire ressortir pour tester l'entrepreneuriat dans ce monde, dans ces mondes contrastés. Et ça nous a permis, dans un autre atelier, de se dire, si on vit dans cette société, avec ce contexte-là, qui est probable. Quel pourrait être l'entrepreneuriat dans ce monde-là, comment l'entrepreneuriat pourrait contribuer peut-être à régler des problèmes, ou comment l'entrepreneuriat pourrait continuer à exister dans ce contexte-là. Et c'était la première question. Et la deuxième, en fait, c'est la question de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Comment les réseaux d'accompagnement s'organisaient dans ce contexte. Et donc, ça nous a permis donc de designer une vision souhaitable. Et dans un autre temps, de définir ce travail là, on l'a fait plutôt en chambre, des défis collectifs à relever pour faire advenir cette vision souhaitable. Entre temps, ce que je dis pas, c'est que cette vision souhaitable, on en a fait des critères et on a questionné les différents participants pour s'assurer que on se retrouvait bien sur cette vision-là. Et on a fait la même chose avec les défis. On a questionné les réseaux d'accompagnement pour voir s'ils se retrouvaient dans ces défis, et ce qui a donné lieu donc à un livrable final que vous pourrez télécharger ensuite, et avec des recommandations stratégiques. Hop. Alors juste pour il y a eu de nombreux sujets explorés, mais ça je l'ai dit un peu dans la méthodologie. Donc on a essayé d'avoir de toucher plusieurs dimensions d'évolution qu'il pouvait y avoir dans la société et sur la planète. Et donc ça nous a amené donc à ces 3 scénarios, et ça je voulais prendre un petit peu plus de temps pour vous les présenter. Une fois de plus, c'est pas le monde, il sera pas comme ça, mais ça nous a on est parti sur ces bases de probabilité et qu'on a volontairement contrasté. Donc chaque scénario est très différent. Le premier, c'est le sujet de la conscience climatique. On l'a intitulé comme ça, la conscience climatique à la planification
régénératrices. Là, en fait, on est dans un monde. Je vais reprendre juste mes notes sur. Où on se projette en fait. Donc là, on est en 2040. On se projette dans un monde où, en fait, est-ce que la problématique, c'est est-ce qu'on a tout mis en œuvre pour repasser en dessous des limites planétaires. Je sais pas si vous avez entendu parler des limites planétaires, parce que ça parle à certains. C'est ces 9 limites dont on parle, qui, en fait, en cas de dépassement, si on dépasse ces limites, en fait, il y a plus de vie sur Terre. Donc, il y a un vrai enjeu. Et là, depuis ces dernières années, et c'est notamment induit par nos modèles de vie, nos modèles économiques également, on contribue à dépasser ces limites planétaires. Donc c'est notamment, on parle souvent du réchauffement climatique, qui est une des limites. C'est celle dont on parle le plus parce que elle est plus facilement mesurable, mais c'est pas elle est plus tangible pour nous au quotidien. Il y a le CO2, il y a l'acidification des océans notamment. Voilà, il y a ces différentes limites. Et donc, on sait qu'on n'arrivera pas à revenir en dessous de certaines, mais si on mettait en place une société, une économie qui contribue à revenir en arrière par rapport à ces limites. Et donc là, on est dans une exacerbation en fait dans ce scénario de crise environnementale. En fait, ça va pas être étonnant pour certains finalement dans le monde ces dernières années. Là, dans le scénario entre 2020 et 2030, on a des sécheresses qui se multiplient, on a des feux de forêt qui s'intensifient, on a des phénomènes de submersion marine. Dans ce contexte, dans ce scénario, il y a le gouvernement français en 2030 qui se lance dans une planification à visée régénérative. Et donc, ça veut dire qu'il y a un plan de réduction d'impact négatif. On n'est plus dans une logique de réduction d'impact négatif comme propose par exemple la RSE aujourd'hui. La RSE, c'est plutôt proposé, on va essayer d'avoir moins d'impact négatif sur la planète. Là, on est dans une logique de dire on va avoir un plan pour faire en sorte que l'économie régénère le vivant. Et donc produise de l'impact positif sur la société et sur son écosystème au sens l'écosystème du vivant au sens plus large. Et donc là, dans ce scénario, comme je dis, donc s'il y a un plan, c'est-à-dire qu'il y a une implication politique pour accélérer les choses au regard des crises qui émergent. Et donc il y a un changement des modèles économiques qui requiert de nombreux efforts de la part des entreprises. Donc ça veut dire aussi que les acteurs de l'accompagnement s'inscrivent dans cette démarche-là pour aider à faire pivoter aussi des entreprises pour avoir des modèles des modèles régénératifs. Donc ça demande un travail beaucoup plus intense et une remise en question des modèles d'accompagnement. Je vais pas aller plus loin dans le détail du scénario, mais voilà, mais c'est pour donner une idée de cette base de travail que nous avons eue. Ensuite, on a travaillé un deuxième scénario qui était on s'est intéressé plutôt au sujet du territoire. Et le scénario, on l'a intitulé Pénurie en pagaille, solution locale. Donc là, en fait, ce qui nous a intéressé, ce sont les ressources, notamment l'utilisation des ressources dans la société. En fait, là, l'idée, c'est si nous avions dû repenser les dynamiques entrepreneuriales à l'échelle des territoires. C'est ça la problématique qu'on a adressée dans ce scénario. Donc là, on est dans un monde où les terres rares et les métaux sont de plus en plus sont de moins en moins disponibles. On est dans un monde où il y a une impulsion forte de relocaliser un peu plus les centres de production, où l'échelle territoriale, les échelles territoriales qui ont le plus d'importance dans ce cadre-là sont la région, l'intercommunalité, le département. Donc ils ont une place beaucoup plus importante sur le recentrage des productions.
Et on est dans un monde où on va aussi essayer de relocaliser, notamment repiloter en tout cas à l'échelle territoriale un peu plus le sujet de l'énergie, le sujet de l'alimentation. On est dans un monde où il y a un développement de circuits courts dans ce contexte de raréfaction des ressources qui se met en place, où il y a une baisse des consommations. Il y a également, c'est un monde où les projets entrepreneuriaux se multiplient, mais donc plutôt à l'échelle des territoires et au service des territoires, et où les moyens publics et privés, et notamment des moyens financiers, manquent. Donc là, on est vraiment dans un monde beaucoup plus sobre, avec une raréfaction des ressources, et donc on va interroger le sujet aussi de la croissance aussi dans ce contexte-là. Et donc, dans ce contexte, les acteurs de l'accompagnement vont mutualiser des ressources, leurs propres ressources et leurs compétences, parce que qui dit raréfaction des ressources dit aussi raréfaction des ressources pour eux, pour pouvoir accompagner des entrepreneurs. Et ils vont s'organiser à l'échelle des territoires entre eux. Ils vont créer des chaînes de valeur cohérentes. Ils vont réfléchir à des points d'entrée pour les entrepreneurs. Ils vont essayer d'animer des écosystèmes d'acteurs qui sont présents sur le territoire pour monter des projets plus collectifs à l'échelle du territoire et qui contribuent au territoire, et notamment qui dit moins de ressources, dit moins de services aussi sur les territoires, et donc les projets qui vont être accompagnés par les réseaux d'accompagnement dans ce contexte-là sont aussi des projets pour mieux se soigner sur le territoire, mieux se loger, mieux se nourrir, en fait mieux vivre sur le territoire. Donc ça, c'est le deuxième scénario qui a été donc co-construit avec les participants et qui a servi de base d'une base de travail. Et le troisième et dernier, on a plus orienté sur l'évolution du travail et imaginer comment le travail pouvait évoluer dans les années à venir, de manière positive ou négative, comme je vous l'ai dit. On a créé des phénomènes de crise pour. Et là, en fait, la problématique, c'est: et si en 2040 nous avions réinventé le travail, les modes de management et la gouvernance au sein des entreprises. Donc c'est vraiment le fonctionnement de l'entreprise qui nous a intéressés. Dans ce scénario, on est dans un contexte de stagflation. On est dans un contexte où il y a une explosion du chômage, notamment on a posé en 18% en 2028. Alors à chaque fois on pose des chiffres précis, c'est pour avoir une base de travail également. Avec une précarisation toujours plus forte de la population, y compris des personnes actives. Dans ce monde-là, il y a des entreprises qui peinent à recruter et à fidéliser les salariés. Il y a des vagues de démissions en 2029, en 2030. Il y a des entreprises qui sont amenées à transformer leur modèle pour essayer d'attirer des personnes qui passent à la semaine de 4 jours, qui vont intégrer beaucoup plus des parties prenantes à la création de la valeur dans la gouvernance de l'entreprise. En 2035, il y a l'Europe et les gouvernements français qui encadrent enfin ces nouvelles pratiques de répartition de la valeur, de gouvernance dans les entreprises, qui proposent la possibilité d'avoir une pause de 9 années en cumulé au long de sa carrière, pour s'occuper de ses enfants, mais pour réfléchir à un projet entrepreneurial également, ou pour se former à un autre métier. C'est un scénario dans lequel la mobilité entre différents métiers, mais aussi entre l'entrepreneuriat et la vie salariée, est beaucoup dans les deux sens, est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, et s'accélère. Et donc dans ce contexte-là, il y a le monde de l'accompagnement, il s'organise également. Et là, comme on est dans plus de mobilité, à plus de temps personnel aussi dans la vie, la place du travail est moins centrale, moins du travail au sens plus classique comme on a connu ces dernières décennies. Les réseaux d'accompagnement ont une vision un peu plus élargie de ce qu'on appelle un projet entrepreneurial, qui peut être un projet de création d'entreprise commerciale, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui peut être également un projet associatif, qui peut être un projet citoyen, qui peut être un projet artistique. Donc il y a une vision. Donc ça veut dire que les réseaux d'accompagnement sont
ont pris en compte ces différents modèles qui existent et sont en capacité d'accompagner cette multiplicité de projets. Oui. Je cherche le propriétaire ou la propriétaire de la Kia noire GK439GB31 et c'est la dernière salle que je fais, donc le propriétaire est impérativement prié de la déplacer. Merci, désolé pour et donc ça c'est le premier point dans ce contexte, donc c'est un entrepreneuriat beaucoup plus large, en tout cas les modalités entrepreneuriat beaucoup plus larges et la finalité aussi, et le deuxième point c'est que comme il y a plus de mobilité, les acteurs de l'accompagnement sont plus dans de la sensibilisation également tout au long de la vie à l'entrepreneuriat. On l'envisage à différents moments et donc il y a des actions où on peut rentrer dans l'entrepreneuriat et qu'on est sensibilisé à cette possibilité de le faire à différents moments avec un sujet de travail un peu plus sur l'alignement entre son projet de vie et son projet entrepreneurial. Voilà ces trois scénarios. Une fois de plus, c'est des bases de travail. Par exemple, si je sais que par exemple le sujet des 9 années de pause dans une vie, ça peut faire réagir. Je suis pas en train de dire qu'il faut que ça soit comme ça, mais il y a des experts qui ont travaillé sur le sujet qui disent que c'est une probabilité que dans le monde dans lequel qu'il va y avoir différentes accélérations et que c'est quelque chose qui pourrait émerger un jour. Et donc on est parti, ça a été collectivement intégré dans le scénario. Et donc ça nous a permis de faire une base. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir ensuite dans un deuxième atelier comment dans ce monde-là. Donc j'avais des choses un peu plus précises. Hein, on avait des crises un peu plus pointues à telle année. Comment est-ce que l'entrepreneuriat allait, à quoi allaient ressembler les entreprises dans ce contexte-là. Et donc ça nous a permis, comme je disais, de faire émerger des différentes une vision de l'entrepreneuriat souhaitable qui repose sur 6 dimensions. Il y a le sujet de l'engagement sociétal. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là dans ce cas de figure, dans cette vision souhaitable, c'est l'entrepreneuriat s'intéresse, contribue en fait à transformer son environnement et le monde dans lequel on vit. Donc ce qui implique également une refonte du modèle entrepreneurial. Attendez, je vais reprendre. Et donc dans ce cas, on n'est plus dans ce contexte-là, on n'est plus dans la recherche d'une réduction. Je dis ce que je fais, j'essaie de faire le moins de mal possible, mais je vais dans une logique de régénération. Vous savez, par exemple, il y a les entreprises, la CEC, la communauté des entreprises pour le climat, par exemple, qui travaille sur le sujet du régénératif, et donc qui questionne les modèles des entreprises pour qu'elles créent du vivant, elles contribuent à créer du vivant et pour la société et pour les écosystèmes, plutôt que et que ça soit intégré dans le modèle de l'entreprise, plutôt que dire c'est quelque chose à côté, j'essaie de faire un moindre mal. Et du coup, donc ça c'est la première dimension. La deuxième, c'est le sujet de la coopération et de l'action territoriale. Dans l'entrepreneuriat souhaitable tel qu'on le décrit, l'entrepreneuriat sera beaucoup plus connecté au territoire, au projet de territoire. Il sera beaucoup plus en réponse aux besoins, aux aspirations des habitants. Et ce qui nécessite derrière dans l'accompagnement un accompagnement avec une plus grande proximité sur les enjeux territoriaux, l'accompagnement des entrepreneurs et pas de déconnexion, pas partir sur un couloir de mon marché, mais d'avoir une vision globale des acteurs qui constituent ce territoire. Ça veut dire également que c'est un entrepreneur qui va probablement travailler avec
aussi la collectivité, avec des institutions publiques, qui va travailler peut-être avec des chercheurs également, et qui va travailler avec un écosystème d'acteurs un peu plus large. Et dans ce contexte-là, on a un entrepreneur qui est, en même temps, on parle de local, mais qui est aussi à la fois ouvert sur le monde et qui est connecté sur les différents enjeux. Ensuite, il y a le sujet de la mutation des modèles socio-économiques. Il n'y a pas de... Les travaux qu'on a faits ne font pas émerger un modèle dominant. Là, je vous ai parlé du régénératif tout à l'heure. On parle de l'entrepreneuriat social. Il y a différents types de modèles qui questionnent le modèle économique des entreprises. Ce qui ressort juste, c'est que il y a plusieurs pistes et qui serait bien pendant les prochaines années d'explorer un peu plus et d'approfondir les différents modèles qui questionnent le partage de la valeur dans l'entreprise, les sujets de gouvernance et les sujets de perception de la richesse dans l'entreprise. Ensuite, il y a le sujet du paradigme qui est associé depuis de nombreuses années à la croissance. Aujourd'hui, une entreprise recherche la croissance, c'est une croissance financière. Dans la société, au sens large, l'outil de mesure, c'est le PIB. Ce qui est ressorti, comme dans les travaux, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui doit croître aujourd'hui ou pour demain dans la société. Est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser au sujet de faire croître, quand je parlais du régénératif, faire croître la biodiversité, faire croître le lien social, le bien-être. Aujourd'hui, c'est plus facile les outils de mesure, le bilan d'une entreprise, c'est assez tangible de mesurer des euros qui rentrent et qui sortent. C'est assez simple et c'est ce qui aide à piloter une entreprise. Et si demain on arrivait à trouver des outils pour mieux intégrer en fait l'entreprise et son écosystème. Alors il y a des travaux qui existent, notamment sur la comptabilité triple capital, qui va s'intéresser beaucoup plus aux externalités de l'entreprise et qui l'intègre au bilan. On n'est pas parti sur un modèle forcément dire il faut partir sur tel ou tel modèle de mesure, mais en tout cas le groupe considère que c'est intéressant de se questionner sur ce sujet-là et que dans les prochaines années, il faudra explorer, expérimenter de nouvelles approches. Ensuite, il y a le sujet de l'émancipation et la réalisation de soi. C'est de mieux intégrer. On en revient là sur l'individu qui entreprend. On a parlé beaucoup finalement là sur les premières dimensions sur le projet entrepreneurial en soi, mais pour qui? Et dans cette vision souhaitable, c'est que l'entrepreneuriat il est accessible à tous, quelles que soient ses origines sociales, économiques, son territoire. Il contribue au mieux vivre, au bien vivre. Et donc il y a un questionnement aussi sur le vécu de l'entrepreneuriat, ce qui veut dire que dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat, on va aussi s'intéresser au-delà d'un bilan financier ou de la santé de son entreprise, on va aussi s'intéresser à la santé, un peu plus à la santé de l'entrepreneur. Aujourd'hui, à titre d'exemple, il y a très peu d'acteurs en France qui accompagnent la santé. Il y en a quelques-uns, et il y en a qui, à Maroc par exemple, qui observent ces sujets-là. Mais il y a un écosystème qui est très fort, assez dense sur la création d'entreprises. Mais l'écosystème sur le prendre soin, le care des entrepreneurs, aujourd'hui, il est très peu. Il n'y a pas de politique publique sur ce sujet-là. Il est très peu existant. Et donc aussi, on questionne le fait de pouvoir être bien dans sa démarche entrepreneuriale tout au long de sa vie. Il y a le sujet, ça a été posé finalement aussi dans les scénarios d'un entrepreneuriat souhaitable où en 2040 on a une vision, une acception plus large de l'entrepreneuriat. Comme je disais, il y a l'entreprise commerciale, mais il y a d'autres projets qui relèvent d'une démarche entrepreneuriale. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Entreprendre, c'est avoir une idée, c'est avoir une intention, c'est de poser une intention sur le monde, c'est d'être en capacité de mobiliser
des ressources, des personnes et d'atteindre des objectifs. Et finalement, ça on le retrouve dans d'autres dimensions, et notamment quand on a une vision élargie de la valeur, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs véhicules qui existent, plusieurs cadres, et donc les réseaux d'accompagnement demain, ils sont aussi en capacité de tenir compte de ces différentes démarches, de ces différentes logiques. Voilà. Et il y a un accompagnement qui est facilité avec un dialogue qui est plus fort avec les pouvoirs publics, avec des mises en commun de ressources entre les différents acteurs de l'accompagnement notamment. Il y avait des idées qui étaient ressorties entre réseaux. Pourquoi est-ce qu'on créerait pas un centre de formation national à l'accompagnement et qui intégrerait ces différentes dimensions et qui serait partagé parce que c'est un métier d'accompagner, visiblement. Je pense que et pourquoi est-ce que voilà on mutualiserait pas un centre de formation? Pourquoi est-ce qu'on mutualiserait pas un centre de ressources sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat qui peut-être explorerait les différents sujets qu'on a évoqué ce matin. Voilà. Donc ça, c'est des pistes qui ont été émises pour faire émerger l'entrepreneuriat souhaitable. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai fini mon intervention, et moi je voulais vous interpeller vous. Je sais que c'est pas forcément, c'est pas évident, comme je le disais, c'est pas évident de retransmettre parce que faut participer. Vivre le processus et qui permet de comprendre les différents enjeux qu'il y a derrière. Donc je m'excuse encore et je vous inviterai à regarder peut-être plus en profondeur les différents livrables qu'on a produits, mais je voulais vous faire réagir en fait par rapport à ce que j'ai présenté. On parle bien d'autres paradigmes en fait, et c'est important de se questionner sur le paradigme dans lequel on est et ce qu'il est adapté aux enjeux auxquels on va faire face. Et c'est surtout ça la question nous qu'on avait envie de poser en faisant cette démarche. Qui veut prendre la parole? Oui. Alors, je vous remercie déjà d'une part pour cette présentation d'un sujet d'une façon très nouvelle. Qui fait réagir. Alors, on a toujours un peu basiquement l'idée qu'on va devenir un peu comme le film Idiocratie, malgré les initiatives d'Amarok avec la santé du dirigeant, etc. Et au final, quand on voit des perspectives comme ça, on se dit que il y a quand même quelque chose qui va émerger. J'avais toujours un peu de mal avec l'incertitude et le contrôle de l'avenir imprévisible, mais là on est dans quelque chose de souhaitable, où là on peut faire des choix aujourd'hui pour amorcer demain. Et ça me fait penser un peu, là quand vous avez parlé de mutualisation, etc., bon, là on en parle beaucoup, les ressources, que tout le monde prenne un peu plus de part collectivement, etc. Et là ça me fait un peu écho à Jacques Attali, avec la gouvernance mondiale, là dans sa moindre mesure, hein, j'entends bien, mais voilà, est-ce que finalement une des solutions serait pas un petit peu dans cette proposition d'une gouvernance particulière, avec une action citoyenne et des différents acteurs qui mettent ensemble sur la table quelque chose. Alors merci. Déjà le point justement sur la démarche prospective souhaitable, c'est justement se dire le fait de faire une démarche peut permettre de se dire on va pas subir l'avenir, mais on va poser une intention sur l'avenir. Et donc c'est aussi ça, on va essayer de se mettre en route par rapport à ça. Et le sujet justement qui a été évoqué, je vous ai pas présenté volontairement les différents défis. J'ai la slide après si vous voulez, mais il y en a un justement qui est transverse. Parce que finalement les défis sont un peu en miroir par rapport à la vision souhaitable, mais celui qui était transverse, c'est le sujet de la gouvernance à différents niveaux. Là vous l'avez vu, on a beaucoup parlé de territoire aussi, donc il y a des enjeux de se créer, je sais pas s'il y a un modèle unique en fait, je pense qu'ils sont à inventer sur les différents territoires en fonction des acteurs en présence. Mais il y a cet échelon territorial qui est beaucoup plus opérant, auquel moi à titre personnel je crois beaucoup. Et puis après une gouvernance peut-être un peu plus nationale, mais qui est probablement un peu moins opérante, je pense, sur les sujets de l'entrepreneuriat dès lors qu'on
qu'on parle du sujet de l'ancrage, du sujet du faire ensemble. Le faire ensemble, on fait sur au plus proche du terrain, quoi. Donc Sandy, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Moi, je me demandais si c'était tenable les deux enjeux, l'entrepreneuriat accessible à tous, qui est quand même ce qu'on a vécu depuis des décennies. Hein, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat est une réponse à la problématique du chômage pour en tout cas un grand nombre de politiques publiques. Et le fait qu'on doit transformer, on doit aller vers un entrepreneuriat plus qualitatif sur les projets qui vont émerger en accord avec un certain nombre de défis majeurs de notre société. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un peu entre les deux? Et justement, est-ce que on rentre pas dans une période plus de priorisation du type de projets entrepreneuriaux? Et donc, quel que soit bien sûr d'où viennent les gens, mais de gens qui seraient en capacité de porter ces valeurs-là et de les déployer. En fait, je pense que ce qu'on porte là, ce qui a été discuté aussi dans les groupes, et là du coup je vais parler aussi de la position de la Fondation Entreprendre. Nous par exemple, quand on dit on sensibilise à l'entrepreneuriat, on contribue parce qu'on soutient un écosystème associatif qui sensibilise à l'entrepreneuriat ou qui accompagne. Le sujet, c'est pas de dire tout le monde doit être entrepreneur. Je pense une société. D'ailleurs, en fait, on pourrait pas créer d'entreprise parce on pourrait pas faire collectif. Dans une entreprise, il y a un collectif et on se retrouverait qu'avec des individus qui auraient. Le sujet, c'est plutôt et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de démarche entrepreneuriale aussi, de vivre une démarche entrepreneuriale qui est un peu différent que juste de se dire qu'absolument ça doit aboutir à la création ensuite d'une entreprise ou d'un projet, notamment ça c'est avec les jeunes. Et du coup, c'est plutôt de se dire que de conscientiser que c'est possible de le faire. De lever des freins qu'on peut avoir, des freins systémiques, des blocages qu'on peut avoir, en disant maintenant c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc il y a un enjeu que là, tout le monde ait conscience que c'est possible ou non, mais conscience de ses capacités, et que si dans ce cas-là, s'il le souhaite, qu'il puisse le faire, si tant est que les conditions soient réunies. Et donc ça c'est important. Nous on n'en fait pas une idéologie en fait on souhaite pas une société au sens large du tout entrepreneur. Voilà. Donc c'est un premier point. L'autre point, peut-être que dans les réflexions qu'on a là, c'est pareil, c'est plus les réflexions Fondation Entreprendre qui n'ont pas forcément été posées pendant la démarche prospective, mais qu'on a par ailleurs sur des démarches d'innovation sociale avec différents acteurs et notamment avec des jeunes ayant moins d'opportunités. On essaie de poser le sujet de la cohérence en fait entre le projet de vie, le projet entrepreneurial et le projet de société. Comment est-ce qu'on aligne ça? Donc en fait on est en chemin sur ce sujet. C'est que la vision, là on parle encore s'il y a le sujet du paradigme, c'est assez libéral, c'est de dire t'as pas d'emploi, t'as une entreprise. Et dans les chiffres, voilà, c'est bon, j'ai réglé ton problème. Et puis après on va pas regarder dans 10 ans comment ça va donner, mais au moins il y a une vision il faut que tout le monde soit à l'emploi. En plus, c'est plus facile à mesurer. On revient sur le sujet de la mesure. Là, finalement, ce qu'on questionne, c'est est-ce que qui nous dit que c'est ça la réussite dans la vie, en fait. En fait, et on questionne du coup le projet de vie. Est-ce que c'est à une politique publique de décider c'est quoi ta réussite? Ta réussite, c'est absolument de te mettre en emploi. Et après, qu'il te plaise ou pas, c'est pas mon sujet. On va parler des sujets d'orientation. On faudrait faire une étude là sur les jeunes, est-ce qu'ils sont globalement satisfaits de la manière dont ils sont orientés, notamment sur les NEET. Il y a un vrai sujet là-dessus. On va te placer ici. Donc il y a ce qu'on nous on a envie de questionner, c'est le sujet dans l'accompagnement, d'aller un peu plus dans les tripes et dans le travail sur son projet de vie, son projet d'avenir en cohérence avec et du coup d'accompagner sur un projet
qui soit dans cet alignement-là. Et dans l'alignement donc de travailler sur la conscientisation du monde dans lequel on vit également. Donc ça, on n'est pas allé jusque-là dans la réflexion, mais c'est dans des travaux qu'on porte nous de notre côté avec les associations. Je vais vous passer. En fait, vous avez répondu en partie à ma question parce que je soulevais que vous parlez d'entrepreneuriat, mais aussi associatif. Donc, ce que vous venez de dire, les projets de vie. Donc, nous. D'accord. Alors c'est peut-être ça que j'ai pas très bien saisi en fait, parce que moi je dissocie la création d'entreprise qui a une valeur marchande et je dissocie l'association qui ne donne pas forcément de bénéfices. Je dissocie ces autres modèles qui pour moi ne dégagent pas d'argent. Donc en fait, vous avez répondu un petit peu à la question, mais en fait je me dis, est-ce que finalement, ça veut dire qu'on va peut-être vers un modèle dont l'argent ne sera plus la référence? Un modèle dont l'argent sera une des références de la valeur et qui intègre d'autres richesses que l'on crée, du lien social, d'autres qui sont effectivement c'est beaucoup plus complexe parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile de mesurer un compte financier, un bilan d'une entreprise, c'est plus simple à mesurer. De quoi on vit là. Alors si on ne base que là-dessus, on va revenir sur le sujet des limites planétaires. En fait, il y a un sujet, c'est que moi je viens d'un territoire rural. Il y a même des générations avant, en fait, tout n'était pas basé. Un entrepreneur, un agriculteur, il lisait pas son compte de résultat. Quand il avait besoin de se faire aider, il y avait beaucoup plus de liens sociaux et de rapports non marchands qui sont invisibles et qui sont nécessaires à faire qu'on fasse société et à faire que même nos projets entrepreneuriaux tiennent parce qu'on a de la réciprocité. Ce qu'on pose là, c'est le sujet de l'équilibre. C'est pas de se dire ben non, faut arrêter l'argent, c'est pas le message. Si vous retenez ça, c'est pas le message que je veux. Mais c'est la placer au bon endroit. C'est de l'essence pour un moteur. Et pour créer quoi, pour créer quelle valeur dans quelle richesse dans la société et comment et pour dans quelle perspective. Est-ce que mon projet il contribue à maintenir le vivant ou le détruire? Ici, c'est pas questionné dans nos projets. On peut dire il y aura peut-être des comptes en banque bien remplis dans 50 ans, mais il y aura plus d'êtres humains en fait. Et je suis un peu alarmiste, mais en fait, ça demande une vraie réflexion. Aujourd'hui, on n'est pas outillé. Je peux pas vous dire il faut faire comme ça. On n'est pas outillé aujourd'hui. On est plutôt dans une phase où on doit juste peut-être prendre conscience que le paradigme dans lequel on est, il est pas millénaire. Hein. Il est sur ces 200 dernières années. Donc il est pas. On a vécu d'autres phases dans notre humanité. Et donc comme on est dedans, c'est le modèle qu'on connaît, et c'est juste faire un pas de côté, prendre conscience que il y a des sujets là qui sont. L'idée c'est pas de tout mettre tout révolutionner, mais prendre conscience. Déjà prendre conscience que il y a des limites dans le modèle qu'on a et qui nous emmènent dans un mur aussi, en tout cas dans un mur en termes de biodiversité. Et une fois prendre conscience, c'est déjà avancer. Et après, oui, je parlais d'expérimentation. Si j'avais des réponses, je viendrais les plaquer. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que par rapport à tout ce que j'ai présenté là, la bonne nouvelle, ça paraît gigantesque, mais en fait, c'est que sur chacun des points, il y a des acteurs, il y a des solutions qui existent. Il y a la solution un peu holistique, elle n'existe pas. Mais nous, on en repère à la Fondation Entreprendre, notamment, mais pas que nous, des acteurs qui sont en avance sur tel sujet, sur le sujet de l'inclusivité, d'autres qui sont en avance sur
la vision qui accompagne les entrepreneurs qui ont une vision autre sur la création de la valeur. D'autres qui sont experts et qui sont en avance sur l'accompagnement sur des nouvelles formes de gouvernance. D'autres qui ont une plus-value sur le sujet de la connexion du projet entrepreneurial et du projet de territoire. Et donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Je voulais vous dire, c'est le futur, il est déjà là, il est déjà en marche. Et l'enjeu, et ça, si jamais, je vous donne la parole. Je pense que le sujet que je vais vous dire là, peut-être qu'il faut retenir, c'est le futur est déjà en marche faut lui tendre la main parce que il faut faire grandir ces différents signaux qui existent aujourd'hui, ces initiatives. Alors pas chacune de manière organique, chacun dans son coin. Ça c'est ce qu'on peut regarder aussi dans l'écosystème qu'on soutient. Il y a beaucoup d'associations qui viennent nous voir. J'ai envie de grossir, mais qui sont sur leur chemin parce qu'ils sont spécialistes on va dire d'un dépend, mais pas tous en fait. Et donc ce qu'on leur dit, mais en fait, nous ce qui nous intéresserait, c'est peut-être que vous puissiez plutôt que grandir de manière organique, plutôt de fertiliser et de ce savoir-faire là, vous puissiez le transmettre. Et peut-être que demain on vous financera pour ça, pour que vous transmettiez ce savoir-faire là. À un autre réseau qui va intégrer des dimensions que les uns et les autres ne. Et là, on revient. Je parlais d'écosystème, de biodiversité. On revient sur l'idée de créer une biodiversité aussi de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Voilà. Ouais, je vais rester là. Merci pour cette présentation qui a été très intéressante, très claire. Je partage totalement vos approches que vous avez évoquées. Si je devrais répondre à la question que vous posez, effectivement, cet entrepreneuriat-là que vous évoquez est à mon avis souhaitable pour toutes et tous présentes autour de cette table ronde. En revanche, j'ai juste un point je dirais pas un point de vigilance, mais un point non plus de désaccord, mais en tout cas un point d'irritation. Sur la terminologie utilisée, puisqu'en fait le terme d'entrepreneuriat, et c'est pas contre vous, c'est pas contre les différentes études qui sont menées, etc., mais très connoté, et c'est le lieu commun et c'est facile de l'utiliser comme ça, est très connoté à la création d'entreprise d'une part, qui ce terme-là est très connoté par ailleurs au monde des startups, qui est très connoté par ailleurs à d'autres terminologies qui pourraient éventuellement être néfastes à l'ensemble de la société, ou au moins plus précisément qui ne seraient pas interprétées de la manière que l'on souhaiterait faire passer ce message-là à l'ensemble de la société. Et du coup, ça me pose une question de savoir si, premièrement, est-ce qu'il faudrait pas enfin, pour aller vers le futur, changer de vocable ou proposer une nouvelle terminologie sur ce que c'est vraiment finalement l'entrepreneuriat. Et deuxième question, suite au constat que j'en fais, est-ce que finalement l'entrepreneuriat ne doit plus être considéré comme une fin en soi telle qu'elle est actuellement, pour beaucoup, parce que c'est facile de l'imaginer de cette manière-là, mais devrait plutôt être considéré comme un objet d'apprentissage, un outil éducationnel, afin de rendre non pas entrepreneur toute la société, mais plus entreprenant l'ensemble de la société, à commencer par les individus et les organisations. Merci, c'est super pertinent. Cette question, on se l'est posée. Et en fait, ça peut se questionner. Effectivement, il y a des connotations. On revient encore sur des sujets de paradigme. Parce que aussi, on a travaillé aussi avec des chercheurs en dehors sur d'autres études, justement sur en fait l'évolution du terme entrepreneuriat. À la base, ça a rien à voir avec le monde de l'entreprise. Ça vient du Moyen Âge et ça a absolument rien à voir. Donc, en fait, ce terme a évolué. Et en fait, il y a deux options. C'est en fait, là, on est sur un sujet de représentation. Mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est les startups? J'en sais rien. Moi, je dois repréciser quand je dis je travaille à la Fondation Entreprendre. Non, mais c'est pas les startups en fait. Moi, c'est pas. Donc, quand il y a des acteurs startups qui viennent chez nous, c'est pas chez nous. Effectivement, il y a des connotations. Il y a soit un sujet, c'est un choix en fait. Soit se dire, en fait, ce terme-là, c'est à nous de mettre l'imaginaire qu'on a envie de porter derrière ce terme. Ou alors, effectivement, ça peut être se dire s'il est tellement connoté de passer à autre chose. Et à ce titre-là, c'était notamment suite à ces travaux-là, la Fondation, on a envie de mener une étude sur les représentations qu'ont les jeunes du terme entrepreneuriat et les questionner sur en fait
eux, qu'est-ce qu'ils mettraient comme un entrepreneuriat souhaitable? En fait, pour faire un travail, réfléchir à, en fait, il y a des mots, mais en fait, c'est à chacun de s'approprier en fait dans la pratique. Et ça, donc, ça peut se discuter, mais j'entends, voilà, soit en fait, on prend la place dans l'entrepreneuriat et on dit, on va reconstruire un autre imaginaire derrière ça, ou alors on l'abandonne pour autre chose. Mais il me semble que bon, c'est un débat, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'entends ce point. Et le deuxième, en fait, sur le sujet de démarche, plus que finalité de création, ça, c'est des débats que nous on a. Là, je reviens sur le sujet Fondation Entreprendre, qu'on se pose beaucoup sur le sujet sur la jeunesse. Et notre sujet, en fait, c'est pas ça revient à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. C'est pas en fait de brainwasher les jeunes sur vous allez créer une entreprise, c'est en fait on s'appuie sur l'approche entrepreneuriale pour débloquer des choses, pour se mettre en mode projet, pour débloquer des freins qu'on peut avoir pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc peut-être que là, ce qui peut se questionner, c'est finalement comment est-ce on parle de la jeunesse, mais contribuer à débloquer des freins tout au long de sa vie. Ça va questionner aussi comment on refait des politiques, pas que des politiques de l'emploi. Est-ce que c'est la politique de l'emploi qu'on met en place ou la politique d'alignement entre, je reviens sur ce que je disais, de projet de vie et mon projet économique au sens plus large. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on place plutôt la méthodologie entrepreneuriale au cœur. Comme un objet pédagogique, quoi. Est-ce que vous avez d'autres Non, mais écoutez, en tout cas, je vous remercie. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je peux vous envoyer le petit. Vous venez, j'ai le flashcode et vous pouvez le télécharger, le livrable. Et puis, comme je l'ai dit, on a fait plein de petites fiches sur notre site internet. Faut rechercher, vous tapez sur Google Fondation Entreprendre et Prospective 2040 et vous trouverez les différentes ressources. Voilà. Et le message que je veux passer, je veux pas vous plaquer ça en fait. C'est ça. Je vous le redis une fois de plus. Mais ce qui serait chouette, c'est en fait que dans toutes les régions en France, en fait, vous puissiez vivre des processus un peu apprenants avec différents acteurs. Ça crée du lien et ça permet et les résultats sont certainement différents d'un territoire à l'autre, mais ce qui compte aussi, c'est se mettre en chemin et voilà. Donc ça, j'ouvre une porte pour la suite pour vous. Voilà.